Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Donc ce vendredi en approfondi, vous voyez cette fois-ci c'est moi. Je ne fais pas de conférence, je ne commente rien. Je me contente de recevoir la leçon d'économie par Florent Lima-Chabert, professeur d'économie que nous avons déjà reçu ici la semaine dernière, il y a 2 semaines je crois. 2 semaines. Il y a 2 semaines où nous avons parlé. La conférence va être bientôt en ligne. On a pris pas mal de retard parce que comme vous l'avez vu, il y a pas mal de programmes sur la chaîne. Donc on construit petit à petit. On aurait peut-être dû demander à McKinsey de nous aider parce qu'ils savent construire assez vite apparemment, détruire aussi, mais construire en tout cas assez rapidement. Et donc on a voulu avec Florent Lima-Chabert essayer de convoquer l'histoire à la barre, l'histoire de l'économie, l'histoire récente, l'histoire moins récente, dans un but qui est véritablement de comprendre ce que nous vivons, de comprendre cette époque si particulière que nous traversons, avec toujours cette idée, vous savez, je crois que c'était Malraux qui écrivait qu'un homme qui ne connaît pas son passé s'expose à le revivre. Eh bien, nous en sommes un peu là. Et l'économie est toujours un peu le parent pauvre de l'histoire. L'économie, on pense toujours que c'est des chiffres et des courbes de dialogue ou discours de spécialistes, là où finalement c'est un peu plus complexe, là où finalement ça comment je dirais, ça ne fait pas mentir cette phrase, et au sens où l'économie, elle est d'abord question de politique, de choix politique, et cette élection présidentielle montre à quel point d'ailleurs tout le monde s'en fout, mais ça c'est autre chose. La question de savoir à quoi on s'intéresse dans cette campagne serait à mon avis l'objet d'une émission à part entière. Et donc ce soir, alors on me rappelle un truc au passage, il paraît qu'il faut que je dise, donc je vous le dis, parce que je ne vais pas vous le dire, donc je vous le dis, hein, il paraît qu'il faut liker, il paraît qu'il faut mettre des pouces en l'air, je ne me demande pas ce que c'est, je n'ai pas compris, mais on m'a dit de vous le dire, donc je vous le dis, mettez les pouces en l'air, likez et abonnez-vous. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Ce soir, on a voulu vraiment entrer dans le vif du sujet, dans le vif de l'histoire, avec la façon dont les banquiers ont amené Hitler au pouvoir, la façon dont, dans quel état se trouve l'économie à l'entrée de la Seconde Guerre mondiale, avec quelques éléments chiffrés, avec quelques éléments historiques, la façon dont on en est sorti, et quel parallèle est-ce qu'on peut faire avec l'économie, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. La première chose que vous avez voulu, donc Florence, c'est véritablement peut-être nous introduire à la réalité du système monétaire à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et c'est un élément intéressant sur le plan historique parce que, de facto, c'est un sujet auquel on s'intéresse assez peu. On a appelé ça le troisième front, la mobilisation financière, où, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est on parlera un peu du système à l'entrée en guerre, mais cette guerre, elle va quand même engendrer des problèmes sur le plan économique, en ce qu'on va avoir recours massif à l'emprunt plutôt qu'à l'impôt, et on va être dans un cycle, peut-être qui ne s'est jamais d'ailleurs réellement éteint, de déficit budgétaire créé par cette machine à endettement. Et donc on pourrait peut-être commencer par là, commencer par essayer d'évoquer cette question de l'économie, du système monétaire et de sa déstabilisation dès 1914. Système monétaire, alors on pourrait imaginer en Allemagne tout ce que ça a pu poser, mais vous dites, et c'est ce qui m'a frappé, il y a une déstabilisation du système monétaire international. Alors en préambule, on va essayer ce soir plus de se poser des questions que de faire la leçon. Il ne s'agit pas de ça. Mais en tout cas, C'est bien voilà. les leçons. C'est bien les leçons, mais effectivement, je crois que se poser des questions et apprendre vraiment à regarder le monde en se posant véritablement autant de questions que possible, c'est un peu l'objectif de cette émission, même si effectivement là c'est dans un premier temps des questions sur le passé, pour ensuite évidemment les adresser au présent et peut-être au futur, sans se livrer à l'exercice toujours périlleux des prévisions, voire des prophéties. Dans la conférence du 11 mars, qui était sur le Covid, j'ai aimé donner un coup d'œil dans le rétroviseur et montrer combien la situation finalement liée au Covid, en réalité était liée à la situation dans laquelle l'économie est entrée
j'allais dire dès 1919, non, dès 2019. Dès Mais là, je 2019. voudrais faire, parce qu'on est on est tout pile un Ceci dit, siècle plus tard. 1919 aussi a posé quelques... Tout à fait. à On est côté tout de pile un Versailles. siècle plus tard. Et donc la première chose que je voudrais faire, c'est la même chose. C'est regarder finalement, essayer d'expliquer l'hyperinflation des années 20, avec ces images bien connues de brouettes de billets portées par les enfants, où on allume le feu avec des liasses de billets parce que le bois est beaucoup plus précieux que le marc de l'époque. Finalement, il faut revenir effectivement à 1914. 1914, en fait, on sort de l'étalon or. C'est-à-dire on sort de ce qui gage, de ce qui garantit véritablement la monnaie. On en est véritablement sorti en 1971, en août 71, quand Nixon finit par dire la convertibilité du dollar en or, c'est terminé. Donc jusqu'en 1971, on a gardé un lien ténu avec l'or. Mais en 1914, on commence déjà à faire du franc-papier, on commence déjà à faire du marque-papier. En août 1914, la planche à billets en France tourne à plein régime pour payer les officiers. Absolument. Euh, C'est l'effort de guerre. c'est l'effort de guerre. Mais donc, disons qu'on l'a financé, c'est parce qu'on a anticipé cet effort de guerre qu'on s'est dès 1914 détaché j'allais dire du dollar, mais non, détaché de l'or. Ce qui est une vraie révolution. Évidemment, ce qui est une vraie révolution pour l'époque. Et l'Allemagne, elle, qui anticipe évidemment elle-même son propre effort de guerre, eh bien, elle, pour le coup, elle a recours à un emprunt massif. Elle explique aux Allemands, dès 1914, qu'elle va émettre une dette extrêmement massive, et elle demande aux Allemands d'acheter des titres de dette allemands, d'acheter des fameuses obligations, des emprunts pas russes, même si c'est la même époque, mais en tout cas des emprunts allemands. Et ça, c'est un point très important, parce qu'au fur et à mesure que la guerre va mal tourner pour les Allemands, les pénuries vont commencer à faire apparaître. La situation va devenir catastrophique entre 1914 et 1918, évidemment, en Allemagne. Et les Allemands, la population allemande, va commencer à comprendre que l'endettement massif qui s'est fait sur son dos, eh bien, elle ne verra jamais le retour. Elle l'a vu assez vite, d'ailleurs. Finalement, ce recours massif à l'emprunt plutôt qu'à l'impôt, alors c'est séduisant. Bien sûr. Alors il y a eu le retour de bâton en 1934. Il a fallu du coup réformer la fiscalité pour à un moment rétablir, avec des mécanismes et des allers-retours un peu complexes sur lesquels on reviendra, plein de méandres, qui ont mobilisé d'ailleurs pas du tout que l'Allemagne, qui ont mobilisé aussi les États-Unis, les financiers américains. Eh bien il a fallu effectivement qu'il y ait ce tour de vis fiscal. Mais d'ailleurs, ce tour de vis fiscal, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas parlé des États-Unis, qui ont tardivement dans la Première Guerre mondiale. Mais à partir de 1916-1917, il y a aussi, je crois que les taux marginaux d'imposition aux États-Unis atteignent 90%, par exemple. Donc, chaque pays réagit à sa façon. Planche à billets dès août 14 pour la France, et, de façon très claire, un emprunt massif du côté des Allemands, avec donc, je le répète, ça c'est un point extrêmement important pour comprendre la suite, une population allemande qui, au fur et à mesure que le PIB de l'Allemagne va décroître, que la production va s'effondrer, eh bien, va tout à fait s'apercevoir que jamais la monnaie dette qui a été si massivement émise entre 1914 et 1918 ne leur sera remboursée. Il faut bien comprendre que la dette de l'Allemagne est multipliée par 30 entre 1914 et 1918. Donc là, on est évidemment sur, je dirais, les graines de la future inflation, puis hyperinflation à partir du milieu de l'année 20, sont évidemment semées dès cette époque. Oui, avec l'Allemagne qui, au départ, alors que finalement on entre en guerre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a des emprunts qui sont plafonnés au départ, de 5 milliards de marks pour financer la guerre, et on a un mécanisme qu'on connaît bien, on peut le relever si nécessaire, ce plafond. Et c'est intéressant parce que la banque centrale, qui à l'époque faisait office de banque